Journaliste, conteur, poète, grammairien, essayiste, romancier, il est bien difficile d'étiqueter les recherches de Marcel Schwab, 1867-1905, esprit complexe et curieux, aussi attiré par le bizarre, les littératures anciennes ou étrangères, l'érudition que par la poésie naïve. Par ses travaux sur les littératures étrangères, il a beaucoup contribué à élargir les champs d'intérêt et à modifier la sensibilité des intellectuels français, grâce notamment à ses articles, ses études critiques et ses remarquables traductions, notamment Hamlet de Shakespeare. Bonjour. Je me permets de vous lire ce texte extrait du site Nantes Patrimonia, qui évoque l'auteur des 2 nouvelles qui vont suivre. Il s'agit d'une présentation de l'auteur écrite en 2019 par Chloé Voirin de la Bibliothèque municipale de Nantes, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une enfance sous le signe de l'écriture. Marcel Schwab naît dans une famille d'intellectuels nantais. Son père, Georges Schwab, prend la direction du journal Le Phare de la Loire en 1876 et est un ami de Théodore de Banville et de Théophile Gautier. Sa mère, Mathilde Cahin, appartient à une famille d'intellectuels juifs originaires d'Alsace. Les débuts de critique littéraire. Le jeune Marcel part étudier les lettres à Paris, où il rejoint son oncle maternel Léon Cahin, alors conservateur à la bibliothèque Mazarine. Il se lie d'amitié avec Léon Daudet et Paul Claudel. Il entame une carrière de journaliste en collaborant au Phare de la Loire, puis à l'Événement et à l'Écho de Paris, dont il dirige le supplément littéraire avec Catulle Mendès de 1891 à 1893. Pendant cette période, il prend la défense de Tête d'or, la première pièce de théâtre de Paul Claudel, parue en 1890, et assure la publication de L'Écornifleur de Jules Renard en 1892. Il soutient aussi le romancier Alfred Jarry, qui lui dédiera son Ubu Roi en 1896. La passion pour la structure des langues et la proximité pour le symbolisme de Marcel Schwab feront l'objet de la suite de cet article tout à l'heure. Dans l'immédiat, je vous propose l'écoute de l'une des nouvelles de l'auteur, intitulée « Un squelette », écrite en 1891 et extraite du recueil de contes grinçants « Cœur double ». Démons et merveilles, Michael d'Argeuil. J'ai couché une fois dans une maison hantée. Je n'ose pas trop raconter cette histoire parce que je suis persuadé que personne ne la croira. Très certainement, cette maison était hantée, mais rien ne s'y passait comme dans les maisons hantées. Ce n'était pas un château vermoulu perché sur une colline boisée au bord d'un précipice ténébreux. Elle n'avait pas été abandonnée depuis plusieurs siècles. Son dernier propriétaire n'était pas mort d'une manière mystérieuse. Les paysans ne se signaient pas avec effroi en passant devant. Aucune lumière blafarde ne se montrait à ses fenêtres en ruine quand le beffroi du village sonnait minuit. Les arbres du parc n'étaient pas des ifs, et les enfants peureux ne venaient pas guetter à travers les haies des formes blanches à la nuit tombante. Je n'arrivais pas dans une hôtellerie où toutes les chambres étaient retenues. L'aubergiste
ne se gratta pas longtemps la tête, une chandelle à la main, et ne finit pas par me proposer en hésitant de me dresser un lit dans la salle basse du donjon. Il n'ajouta pas, d'une mine effrayée, que, de tous les voyageurs qui y avaient couché, aucun n'était revenu pour raconter sa fin terrible. Il ne me parla pas des bruits diaboliques qu'on entendait la nuit dans les vieux manoirs. Je n'éprouvais pas un sentiment intime de bravoure qui me poussait à tenter l'aventure. Et je n'eus pas l'idée ingénieuse de me munir d'une paire de flambeaux et d'un pistolet à pierre. Je ne pris pas non plus la ferme résolution de veiller jusqu'à minuit en lisant un volume dépareillé de Swedenborg, et je ne sentis pas, vers minuit moins 3, un sommeil de plomb s'abattre sur mes paupières. Non, rien ne survint de ce qui arrive toujours dans ces terrifiantes histoires de maisons hantées. Je débarquai du chemin de fer à l'hôtel des Trois Pigeons. J'avais très bon appétit, et je dévorai 3 tranches de rôti, du poulet sauté avec une excellente salade, je bus une bouteille de Bordeaux, et après, je pris ma bougie et je montai dans ma chambre. Ma bougie ne s'éteignit pas, et je trouvai mon grog sur la cheminée sans qu'aucun fantôme y ait trompé ses lèvres spectrales. Mais lorsque je fus sur le point de me coucher, et que j'allais prendre mon verre de grog pour le mettre sur ma table de nuit, je fus un peu surpris de trouver Tom Bobbins au coin du feu. Il me parut très maigri. Il avait gardé son chapeau haut de forme et portait une redingote très convenable, mais les jambes de son pantalon flottaient d'une manière extrêmement disgracieuse. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an, de sorte que j'allais lui tendre la main en lui disant « Comment vas-tu, Tom ?» avec beaucoup d'intérêt. Il allongea sa manche et me donna à serrer quelque chose que je pris d'abord pour un casse-noisette, et comme j'allais lui exprimer mon mécontentement de cette stupide farce, il tourna sa figure de mon côté, et je vis que son chapeau était planté sur un crâne dénudé. Je fus d'autant plus étonné de lui trouver une tête de mort que je n'avais positivement reconnue à sa façon de cligner de l'œil gauche. Je me demandais quelle terrible maladie avait pu le défigurer à ce point. Il n'avait plus un cheveu vaillant. Ses orbites étaient diablement creuses, et ce qui lui restait de nez ne valait pas la peine d'en parler. Vraiment, j'éprouvais une sorte d'embarras à l'interroger. Mais il se mit à causer familièrement et me demanda les derniers cours du Stock Exchange. Après quoi, il exprima sa surprise de n'avoir pas reçu ma carte en réponse à sa lettre de faire-part. Je lui dis que je n'avais pas reçu de lettre, mais il m'assura qu'il m'avait inscrit sur sa liste et qu'il avait passé tout exprès chez l'entrepreneur de pompes funèbres. Je m'aperçus alors que je parlais au squelette de Tom Bobbins. Je ne me précipitai pas à ses genoux, et je ne m'exclamai pas « Arrière, fantôme, qui que tu sois, à me troubler dans ton repos, expiant sans doute quelque crime commis sur la terre, ne viens point me hanter. » Non, 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 mais j'examinai mon pauvre ami Bobbins de plus près, et je vis qu'il était bien décati. Il avait surtout un air mélancolique qui me touchait au cœur, et sa voix ressemblait à s'y méprendre au sifflement triste d'une pipe qui jute. Je crus le réconforter en lui offrant un cigare, mais il s'excusa sur le mauvais état de ses dents qui souffraient extrêmement de l'humidité de son caveau. Je m'informai naturellement avec sollicitude de sa pierre, et il me répondit qu'elle était de fort bons sapins, mais qu'il y avait un petit vent coulis qui était en train de lui donner un rhumatisme dans le cou. Je l'engageai à porter de la flanelle et lui promis que ma femme lui enverrait un gilet tricoté. L'instant d'après, Tom Bobbins, le squelette et moi, nous avions posé nos pieds sur la tablette de la cheminée et nous causions le plus confortablement du monde.
La seule chose qui m'offusqua était que Tom Bobbins persistait à cligner de l'œil gauche, bien qu'il n'eût plus aucune espèce d'œil. Mais je me rassurai en me rappelant que mon autre ami, Colly Wobbles, le banquier, avait coutume de donner sa parole d'honneur, bien qu'il n'en eût pas plus que Bobbins d'œil gauche. Après quelques minutes, Tom Bobbins commença une sorte de soliloque en regardant le feu. Il dit « Je ne connais pas une race plus méprisée que nous autres pauvres squelettes. Les fabricants de cercueils nous logent abominablement mal. On nous habille juste avec ce que nous avons de plus léger, un habit de noces ou de soirée. J'ai été obligé d'aller emprunter ce complet à mon huissier. Et puis, il y a un tas de poètes et autres farceurs qui parlent de notre pouvoir surnaturel et de notre manière fantastique de planer dans les airs et des sabbats auxquels nous nous livrons dans les nuits de tempête. J'avais envie, une fois, de prendre mon fémur et de faire craquer un peu la tête de l'un d'eux pour lui donner une idée de son sabbat. Sans compter qu'ils nous font traîner des chaînes qui cliquettent avec un bruit infernal. Je voudrais bien savoir comment le gardien du cimetière nous laisserait sortir avec cet attirail. Alors, on vient nous chercher dans les vieux taudis, dans les repères à hiboux, dans les trous bouchés d'orties et de ravenelles, et on va chanter partout des histoires de fantômes qui effraient le pauvre monde et poussent des cris de damnés. Je ne vois vraiment pas ce que nous avons de terrifiant. Nous sommes seulement très dégarnis, et nous ne pouvons plus donner d'ordre à la bourse. Si on nous habillait convenablement, nous pourrions encore représenter avec avantage dans le monde. J'ai vu des hommes encore plus déplumés que moi faire de jolies conquêtes, tandis qu'avec nos logements et nos tailleurs, nous ne réussissons certainement pas si bien. » Et Tom Bobbins regarda un de ses tibias d'un air découragé. Alors, je me mis à pleurer sur le sort de ces pauvres vieux squelettes, et je me figurais toutes leurs souffrances quand ils moisissaient dans des boîtes clouées et que leurs jambes languissaient après une scotitch ou un cotillon. Et je fis cadeau à Bobbins d'une paire de vieux gants fourrés et d'un gilet à fleurs qui m'était justement trop étroit. Il me remercia froidement, et je remarquai qu'il devenait vicieux à mesure qu'il se réchauffait. En un moment, je reconnus tout à fait Tom Bobbins. Et nous éclatâmes du plus joli rire de squelette qu'il fût possible. Les os de Bobbins tintaient comme des grelots d'une manière extrêmement réjouissante. Dans cette hilarité excessive, je remarquai qu'il redevenait humain, et je commençai à avoir peur. Tom Bobbins n'avait pas son pareil pour vous coller une liasse d'actions pour une exploitation des mines du Guanacolorier, quand il était en vie. Et une demi-douzaine de semblables actions n'éprouvaient aucune difficulté à manger votre revenu. Il avait aussi une manière de vous engager dans une honnête partie de piquet et de vous plumer au Rubicon. Il vous soulageait de vos louis au poker avec une grâce facile et élégante. Si vous n'étiez pas content, il vous tirait volontiers le nez et procédait ensuite à votre découpage progressif au moyen de son Bowie knife. J'observai donc ce phénomène étrange et contraire à toutes ces pâles histoires de fantômes que j'avais peur de voir Tom Bobbins, le squelette, redevenir vivant. Parce que je me souvenais d'avoir été mis dedans un couple de fois, et parce que mon ami Tom Bobbins, de l'ancien temps, était d'une remarquable dextérité dans la joute au couteau. Parce qu'en fait, dans un moment de distraction, il m'avait taillé une aiguillette dans le revers de ma cuisse droite, et lorsque je vis que Tom Bobbins était Tom Bobbins et n'avait plus du tout l'air d'un squelette,
mon pouls se mit à battre si vite qu'il n'y eut plus qu'un battement. Une horripilation générale me saisit, et je n'eus plus le courage de dire un mot. Tom Bobbins planta son bowie knife dans la table, suivant son habitude, et me proposa une partie d'écarté. J'acquiesçai humblement à ses désirs. Il se mit à jouer avec une veine de pendu. Je ne crois pourtant pas que Tom ait jamais gigoté à une potence, parce qu'il était trop malin pour ça. Et, à l'envers des effroyables récits de spectres, l'or que je gagnais à Tom Bobbins ne se changea pas en feuilles de chêne ni en charbons éteints, parce que, justement, je ne lui gagnais rien du tout et qu'il me rafla ce que j'avais en poche. Après, il commença à jurer comme un damné. Il me raconta des histoires épouvantables et corrompit tout ce qui me restait d'innocence. Il étendit la main vers mon grog et l'avala jusqu'à la dernière goutte. Je n'osais pas faire un geste pour le retenir, parce que je savais que j'aurais eu le moment d'après son couteau dans le ventre, et je ne pouvais pas le prévenir, puisque, justement, il n'avait pas de ventre. Ensuite, il me demanda des nouvelles de ma femme avec une mine terriblement vicieuse, et j'eus un instant l'envie d'enfoncer ce qu'il avait encore de nez. Je réfrénai ce déplorable instinct, mais je résolus ultérieurement que ma femme ne lui enverrait pas de gilet tricoté. Puis il prit ma correspondance dans les poches de mon pardessus et se mit à lire les lettres de mes amis avec diverses remarques ironiques et désobligeantes. Réellement, Tom Bobbins, le squelette, était très supportable, mais, bonté divine, Bobbins en chair et en os était tout à fait terrifiant. Quand il eut terminé sa lecture, je lui fis doucement remarquer qu'il était 4 heures du matin, et je lui demandai s'il ne craignait pas d'arriver en retard. Il me répondit d'une manière absolument humaine que si le gardien du cimetière se permettait de lui dire la moindre des choses, il lui ficherait une sacrée danse. Puis il considéra ma montre d'une façon lubrique, cligna de l'œil gauche, me la demanda et la mit tranquillement dans son gousset. Immédiatement après, il dit qu'il avait affaire en ville et prit congé. Avant de s'en aller, il fourra 2 chandeliers dans sa poche, dévissa froidement la pomme de ma canne et me demanda sans l'ombre d'un remords si je ne pourrais pas lui prêter 1 ou 2 louis. Je lui répondis que je n'avais malheureusement plus rien sur moi, mais que je me ferais un plaisir de les lui envoyer. Il me donna son adresse, mais c'était un tel mélange de grilles, de tombes, de croix et de caveaux que je l'ai totalement oublié. Là-dessus, il fit une tentative sur la pendule, mais tout de même, la pendule était trop lourde pour lui. Lorsqu'il me fit part ensuite de son désir de s'en aller par la cheminée, je fus si heureux de le voir revenir à de vraies manières de squelette que je ne fis pas un mouvement pour le retenir. Je l'entendis gigoter et grimper par le tuyau avec une joyeuse tranquillité. Seulement, on mit sur ma note la quantité de suie que Tom Bobbins avait consommée dans son passage. Je suis dégoûté de la société des squelettes. Ils ont quelque chose d'humain qui me répugne profondément. La prochaine fois que Tom Bobbins arrivera, j'aurai bu mon grog, je n'aurai pas un sou vaillant, j'éteindrai ma bougie et le feu. Peut-être reviendra-t-il aux véritables mœurs des fantômes, en secouant ses chaînes et en hurlant des imprécations sataniques. Alors, nous verrons. C'était la nouvelle intitulée « Un squelette » de Marcel Schwob, écrite en 1891 et extraite du recueil de contes grinçants « Cœur double ».
Avant de vous conter la seconde et dernière nouvelle, extraite du recueil de cet auteur, qui en comprend une bonne vingtaine, recueil dédié d'ailleurs à Robert Louis Stevenson, je poursuis la lecture de l'article de Chloé Voirin de la Bibliothèque municipale de Nantes consacré à Marcel Schwob. Une passion pour la structure des langues. Marcel Schwob voue une véritable passion pour les langues comme le grec et le sanskrit. Il devient rapidement polyglotte. En 1895, il traduit Moll Flanders de Daniel Defoe, ainsi que des œuvres de William Shakespeare et d'Oscar Wilde. Il suit les cours de linguistique à l'École des hautes études de Paris tout en étudiant l'argot, qu'il considère comme complexe et codé. Il étudie plus particulièrement le langage des coquillards utilisé par François Villon dans ses ballades en jargon, composées dans la seconde moitié du XVe siècle et publiées tardivement en 1971. Un écrivain proche du symbolisme. Il publie en parallèle une série de contes comme Cœur double en 1891, Le roi au masque d'or en 1892 et l'année suivante un recueil de pastiches intitulé Mime. Il fait paraître le livre de Monel en 1894 qui est à la limite du poème en prose. Ces procédés littéraires inspireront d'autres auteurs comme André Gide, William Faulkner ou encore Borges. En 1895, il entame la rédaction de son chef-d'œuvre Vies imaginaires, qui paraît dans l'Écho de Paris et qui sera publié en un seul volume quelques années plus tard. La même année, il fait la rencontre de Marguerite Moreno, une actrice qui joue à la Comédie Française et l'épouse à Londres en 1900. Un an plus tard, bien que malade, il décide de se rendre sur la tombe de son ami Robert Louis Stevenson, enterré dans l'archipel de Samoas, avec qui il a entretenu une correspondance pendant 6 années à la fin des années 1880 et il rentre en France en 1902. Il fait paraître un traité de journalisme intitulé Mœurs dit Journal en 1903 sous le pseudonyme de Louison Bredet. Et il tient un salon littéraire chez lui à Paris chaque semaine jusqu'à ce qu'il décède d'une mauvaise grippe en 1905. Sa nièce, Lucie Schwob, alias Claude Cahun, est quant à elle connue pour son travail d'écrivain et de plasticienne photographe en lien avec le surréalisme. À suivre, Arachné, de Marcel Schwob, écrite en 1891. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Vous dites que je suis fou et vous m'avez enfermé. Mais je me ris de vos précautions et de vos terreurs, car je serai libre le jour où je voudrais. Le long d'un fil de soie que m'a lancé Arachné, je fuirai loin de vos gardiens et de vos grilles. Mais l'heure n'est pas encore venue. Elle est proche, cependant. De plus en plus, mon cœur défaille et mon sang pâlit. Vous, qui me croyez fou maintenant, vous me croirez mort, tandis que je me balancerai au fil d'Arachné par-delà les étoiles. Si j'étais fou, je ne saurais pas si nettement ce qui est arrivé. Je ne me rappellerai pas avec autant de précision ce que vous avez appelé mon crime, ni les plaidoiries de vos avocats, ni la sentence de votre juge rouge. Je ne rirai pas des rapports de vos médecins, et je ne verrai pas sur le plafond de ma cellule la figure glabre, la redingote noire et la cravate blanche de l'idiot qui m'a déclaré irresponsable. Non,
Non, non, non, je ne le verrai pas, car les fous n'ont pas d'idée précise. Au lieu que je suis mes raisonnements avec une logique lucide et une clarté extraordinaire qui m'étonne moi-même. Et les fous souffrent au sommet du crâne. Ils croient, les malheureux, que des colonnes de fumée fusent en tourbillonnant de leur occiput, tandis que mon cerveau, à moi, est d'une telle légèreté qu'il me semble souvent avoir la tête vide. Les romans que j'ai lus, auxquels je prenais plaisir jadis, je les embrasse maintenant d'un coup d'œil et je les juge à leur valeur. Je vois chaque défaut de composition. Au lieu que la symétrie de mes propres inventions est tellement parfaite que vous seriez éblouis si je vous les exposais. Mais je vous méprise infiniment. Vous ne sauriez les comprendre. Je vous laisse ces lignes comme dernier témoignage de ma raillerie et pour vous faire apprécier votre propre insanité quand vous trouverez ma cellule déserte. Ariane, la pâle Ariane, auprès de laquelle vous m'avez saisi, était brodeuse. Voilà ce qui a fait sa mort. Voilà ce qui fera mon salut. Je l'aimais d'une passion intense. Elle était petite, brune de peau et vive des doigts. Ses baisers étaient des coups d'aiguille, ses caresses des broderies palpitantes. Et les brodeuses ont une vie si légère et des caprices si mobiles que je voulus bientôt lui faire quitter son métier. Mais elle me résista, et je m'exaspérais en voyant les jeunes gens cravatés et pommadés qui guignaient la sortie de l'atelier. Mon énervement était si grand que j'essayais de me replonger de force dans les études qui avaient fait ma joie. J'allais prendre avec contrainte le vol 13 des Asiatic Researches, publié à Calcutta en 1820, et machinalement, je me mis à lire un article sur la Fansiga. Ceci m'amena au Thuks. Le capitaine Steeman en a longuement parlé. Le colonel Meadow Taylor a surpris le secret de leur association. Ils étaient unis entre eux par des liens mystérieux et servaient comme domestiques dans les habitations de campagne. Le soir, à souper, ils stupéfiaient leur maître avec une décoction de chanvre. La nuit, grimpant le long des murs, ils se glissaient par les fenêtres ouvertes à la lune et venaient silencieusement étrangler les gens de la maison. Leurs cordelettes étaient aussi de chanvre, avec un gros nœud sur la nuque pour tuer plus vite. Ainsi, par le chanvre, les Thuks attachaient le sommeil à la mort. La plante qui donnait le hashish au moyen duquel les riches les abrutissaient comme avec de l'alcool ou de l'opium servait aussi à les venger. L'idée me vint qu'en châtiant ma brodeuse Ariane avec la soie, je me l'attacherais tout entière dans la mort. Et cette idée, logique assurément, devint le point lumineux de ma pensée. Je n'y résistai pas longtemps. Quand elle posa sa tête penchée sur mon cou pour s'endormir, je lui passai autour de la gorge avec précaution la cordelette de soie que j'avais prise dans sa corbeille, et, la serrant lentement, je bus son dernier souffle dans son dernier baiser. Vous nous avez pris ainsi, bouche contre bouche. Vous avez cru que j'étais fou et qu'elle était morte, car vous ignorez qu'elle est toujours avec moi, éternellement fidèle, parce qu'elle est la nymphe Arachné. Jour après jour, ici, dans ma cellule blanche,
Elle s'est révélée à moi depuis l'heure où j'ai aperçu une araignée qui tissait sa toile au-dessus de mon lit. Elle était petite, brune et vive des pattes. La première nuit, elle est descendue jusqu'à moi, le long d'un fil, suspendue au-dessus de mes yeux. Elle a brodé sur mes prunelles une toile soyeuse et sombre, avec des reflets moirés et des fleurs pourpres lumineuses. Puis, j'ai senti près de moi le corps nerveux et ramassé d'Ariane. Elle m'a baisé le sein, à l'endroit où il couvre le cœur, et j'ai crié sous la brûlure, et nous nous sommes longuement embrassés sans rien dire. La seconde nuit, elle a étendu sur moi un voile phosphorescent piqué d'étoiles vertes et de cercles jaunes, parcouru de points brillants qui fuient et se jouent entre eux, qui grandissent et qui diminuent et qui tremblotent dans le lointain. Et, agenouillée sur ma poitrine, elle m'a fermé la bouche de la main. Dans un long baiser au cœur, elle a mordu la chair et sucé le sang jusqu'à me tirer vers le néant de l'évanouissement. La troisième nuit, elle m'a bandé les paupières d'un crêpe de soie marâtre où dansaient des araignées multicolores dont les yeux étaient étincelants. Et elle m'a serré la gorge d'un fil sans fin, et elle a violemment attiré mon cœur vers ses lèvres par la plaie de sa morsure. Alors, elle s'est glissée dans mes bras jusqu'à mon oreille pour me murmurer « Je suis la nymphe Arachné ». Certes, je ne suis pas fou, car j'ai compris aussitôt que ma brodeuse Ariane était une déesse mortelle, et que de toute éternité j'avais été désigné pour la mener avec son fil de soie hors du labyrinthe de l'humanité. Et la nymphe Arachné m'est reconnaissante de l'avoir délivrée de sa chrysalide humaine. Avec des précautions infinies, elle a emmailloté mon cœur, mon pauvre cœur, de son fil gluant, elle l'a enlacé de 1000 tours. Toutes les nuits, elle serre les mailles entre lesquelles ce cœur humain se racornit comme un cadavre de mouche. Je m'étais éternellement attaché Ariane en lui étreignant la gorge de sa soie. Maintenant, Arachné m'a lié éternellement à elle de son fil en m'étranglant le cœur. Par ce pont mystérieux, je visite à minuit le royaume des araignées dont elle est reine. Il faut traverser cet enfer pour me balancer plus tard sous la lueur des étoiles. Les araignées des bois y courent avec des ampoules lumineuses aux pattes. Les mygales ont 8 terribles yeux scintillants, hérissés de poils. Elles fondent sur moi au détour des chemins. Le long des mares où tremblent les araignées d'eau, montées sur de grandes jambes de faux feu, je suis entraîné dans les ondes vertigineuses que dansent les tarentules. Les épéirs me guettent du centre de leur cercle gris parcouru de rayons. Elles fixent sur moi les innombrables facettes de leurs yeux comme un jeu de miroir pour prendre les alouettes, et elles me fascinent. En passant sous les taillis, des toiles visqueuses me chatouillent la figure. Des monstres velus, aux pattes rapides, m'attendent, tapis dans les fourrés. Or, la reine Mab est moins puissante que ma reine Arachné, car celle-ci a le pouvoir de me faire rouler dans son char merveilleux qui court le long d'un fil. Sa cage est faite de la dure coque d'une gigantesque mygale, gemmée de cabochons à facettes, taillée dans ses yeux de diamants noirs.
Les essieux sont les pattes articulées d'un faucheux géant. Des ailes transparentes, avec des rosaces de nervures, la soulèvent en frappant l'air de battements rythmiques. Nous nous y balançons pendant des heures, puis tout à coup, je défaille, épuisé par la blessure de ma poitrine, où Arachné fouille sans cesse de ses lèvres pointues. Dans mon cauchemar, je vois pencher vers moi des ventres constellés d'yeux, et je fuis devant des pattes rugueuses chargées de filets. Maintenant, je sens distinctement les 2 genoux d'Arachné qui glissent sur mes côtes, et le glou-glou de mon sang qui monte vers sa bouche. Mon cœur va bientôt être desséché. Alors, il restera emmailloté dans sa prison de fil blanc. Et moi, je fuirai à travers le royaume des araignées vers le treillis éblouissant des étoiles. Par la corde de soie que m'a lancée Arachné, je m'échapperai ainsi avec elle, et je vous laisserai, pauvre fou, un cadavre blême avec une touffe de cheveux blonds que le vent du matin fera frissonner. Ainsi s'achève ce programme consacré à l'écrivain Marcel Schwob, 1867-1905, dans lequel je vous ai conté 2 nouvelles, extraites du recueil grinçant Cœur double, nouvelles intitulées respectivement Un squelette et Arachné, écrites en 1891. Le texte d'introduction était extrait du site internet Nantes Patrimonia, où Chloé Voirin, de la Bibliothèque municipale de Nantes, évoquait l'auteur dans une présentation datée de 2019. À bientôt.